Deuxième chapitre, les principaux courants de la pensée économique. L'histoire de la pensée économique permet de mettre en évidence trois principaux courants: le courant libéral, le courant marxiste et le courant keynésien. Autour, bien sûr, de ces trois courants gravitent plusieurs théories et écoles de pensée. Historiquement, on peut successivement distinguer les préclassiques, à savoir les mercantilistes et les physiocrates, les classiques, les marxistes, les néoclassiques, les keynésiens et enfin, bien sûr, des développements contemporains de la pensée libérale, à savoir les néolibéraux. Pour les précurseurs, ce qu'on appelle les antéclassiques ou bien les préclassiques, les mercantilistes et les physiocrates. On commence par les mercantilistes. Le mot mercantiliste vient de l'italien mercant, qui signifie marchand. Les mercantilistes ne forment pas une école de pensée au sens strict du terme. Certains auteurs ne parlent que de mercantilisme ou d'écrits mercantilistes. Et la doctrine mercantiliste a évolué sur une longue période de 3 siècles, juste de 1450 à 1750, dans un espace assez large. Elle s'est développée dans toute l'Europe. C'est ainsi qu'elle est extrêmement hétérogène. On trouve les Espagnols, les Anglais, les Français, etc. Alors, face à cette hétérogénéité, une question: qu'est-ce que ces mercantilistes ont de commun? La problématique commune des mercantilistes est centrée autour des conditions d'enrichissement de la nation, c'est-à-dire comment enrichir la nation. C'est une analyse essentiellement normative. Si on revient bien sûr à l'analyse normative, donc ils vont préconiser une méthode pour enrichir. Donc ils se sont fixés comme objectif la richesse et les moyens bien sûr pour parvenir à cet enrichissement. Pour ces mercantilistes, la pierre d'angle est donc l'identification de la richesse au stock d'or et d'argent. Et bien sûr, pour accumuler ces stocks d'or et d'argent, ils ont mis en œuvre différentes politiques fort différentes selon les pays, mais les traits principaux restent les mêmes. Pour les Espagnols, la meilleure façon, bien sûr, de s'enrichir, ou bien d'enrichir une nation, c'est d'accumuler les métaux précieux. Donc pour eux, la richesse d'une nation se mesure par la quantité des métaux précieux dont ils disposent. Bien sûr, pour eux, pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Espagne a colonisé l'Amérique latine qui était riche en métaux précieux. Donc pour eux, la meilleure façon de s'enrichir, c'est d'accumuler les métaux précieux. Pour les Anglais, à l'époque, bien sûr, l'Angleterre était la reine des mers. Donc c'est pourquoi pour eux, la meilleure façon, la richesse d'une nation se mesure par l'étendue de son commerce international. Pour les Français qui n'ont ni colonies riches en métaux précieux, qui ne disposent pas, bien sûr, de flotte maritime, la meilleure façon, c'est de s'orienter vers l'industrie. C'est pourquoi on parle des industrialistes. Donc c'est un courant qui exprime le contexte, bien sûr, de la France à l'époque, qui ne maîtrise pas le commerce maritime et qui n'a pas de colonie. Donc c'est pourquoi il préconise le développement des manufactures. Les principales idées mercantilistes et
leur critique. Pour les mercantilistes, l'économie fonctionne comme un jeu à somme nulle, c'est-à-dire ce que gagne quelqu'un, il est perdu par un autre. Tant que les ressources au niveau mondial, ils sont limités. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont assimilés au stock de matières premières et de ressources qui sont limités. Donc c'est comme un gâteau. Un pays ne peut s'enrichir qu'au détriment d'un autre. Donc c'est pourquoi la tendance mercantiliste, les mercantilistes ont tendance à dresser les pays, bien sûr, les uns contre les autres, donc à affronter un affrontement, donc les pays se battent pour, bien sûr, avoir la part la plus grande du gâteau. Donc tant que, bien sûr, pour eux, dans ce sens, donc l'État doit intervenir. Donc l'État doit être fort et capable de défendre les intérêts de la nation. Un État, bien sûr, capable de défendre la nation et en même temps, bien sûr, d'aller coloniser, c'est-à-dire avoir offensif, c'est-à-dire avoir une vision offensive pour aller coloniser d'autres colonies pour avoir plus, bien sûr, de métaux précieux. Pour eux, ils parlent également d'une division du travail entre la métropole et les colonies. C'est ce qu'on appelle la division coloniale du travail. Les colonies doivent fournir à la métropole les matières premières et ils servir de débouché pour les biens d'équipement, bien sûr, fabriqués dans la métropole. Ils préconisent également une abondance de la monnaie pour faciliter les échanges et le financement des manufactures. Là, ils font, bien sûr, un mélange entre le capital et la monnaie. Ils préconisent également une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire il faut que les exportations soient supérieures aux importations. Ils sont également des populationnistes, donc ils sont pour l'accroissement démographique. Pourquoi? Parce que les manufactures ont besoin de la main-d'œuvre et lorsque la main-d'œuvre est abondante, les salaires seront bas et en même temps avoir une armée pour, bien sûr, pouvoir coloniser les autres nations. Et il parle en plus des termes de l'échange favorable, non seulement une balance commerciale excédentaire, mais également des prix des exportations. Les prix des exportations doivent être supérieurs aux prix des importations. Donc, c'est, comme je l'ai dit, une vision du commerce colonial. Donc, c'est la métropole qui impose à sa colonie cette division, bien sûr, du travail et même les prix avec lesquels il doit acheter les matières premières et il doit vendre ses biens d'équipement. Pour les physiocrates, à la différence des mercantilistes, la pensée physiocrate s'est développée sur une courte période, 25 ans, 1756 à 1776, et uniquement dans l'espace français. Mais c'est une véritable école avec un maître, François Quesnay, et des disciples. La richesse chez les physiocrates. Comme pour les mercantilistes, la problématique de la richesse est au cœur des préoccupations des physiocrates. Cependant, la richesse d'une nation ne dépend pas des métaux précieux dont il dispose, mais des biens matériels nécessaires à la satisfaction des besoins de la nation. L'argent n'est qu'un intermédiaire d'échange. Pour les physiocrates, les vraies richesses doivent remplir 3 conditions. Ils doivent être renouvelables, c'est-à-dire reproductibles. C'est-à-dire qu'on peut consommer sans altérer le principe de leur reproduction. Les ressources naturelles non renouvelables ne sont donc pas des richesses pour les mercantilistes.
ils doivent être vendables ou échangeables et commercialisables. Donc un bien qu'on ne peut pas vendre sur le marché n'est pas une richesse. Et la nécessité de satisfaire des besoins de l'homme. Donc un bien qui ne peut pas satisfaire un besoin n'est pas une richesse pour les physiocrates. Alors, partant de ces trois conditions, ils retiennent que la terre est la seule source de la richesse. Par son travail, l'homme ne fait que solliciter la générosité de la terre et l'industrie ne fait que transformer les richesses existantes et le commerce les transmet. Donc, sur les trois secteurs, seule, bien sûr, l'agriculture est productrice de richesses. Pour eux, comment accroître la richesse? Pour répondre à cette question, les physiocrates ont inventé le concept des avances. Pour les physiocrates, le seul moyen d'accroître la richesse consiste dans les avances. Ils distinguent trois types d'avances. Les avances foncières, les avances primitives, les avances annuelles. Les avances foncières, ce sont les dépenses initiales que font les propriétaires fonciers une fois pour toutes pour l'aménagement de la terre. Par exemple, les défrichements, les déboisements, les achèvements et les clôtures. Ce qu'on peut considérer comme un investissement, bien sûr, le premier investissement. Les avances primitives, elles sont le fait des fermiers. Donc les avances foncières, elles sont bien sûr faites par les propriétaires fonciers qui préparent la terre à la culture. Les avances primitives, elles sont faites par les fermiers, c'est-à-dire les gens qui louent la terre. Ils comprennent des dépenses d'équipement, du matériel, du bétail. Donc c'est un peu des dépenses d'exploitation. C'est une sorte de capital, bien sûr, fixe. Et les avances annuelles, ce sont des dépenses courantes de main-d'œuvre, de subsistance pour le fermier, le personnel et les animaux, ainsi que les semences et les engrais. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle le capital, on peut l'appeler le capital circulant. Pourquoi? Parce que chaque année, le fermier est obligé, bien sûr, d'acheter des subsistances, d'acheter pour lui et pour ses animaux, et les semences et les engrais, bien sûr, pour sa terre. Ces avances donc constituent les conditions de la production de la richesse. Pour les physiocrates, on voit que la société pour eux, elle est divisée en trois catégories sociales d'importance variable. La classe souveraine, donc c'est celle des propriétaires fonciers, et les propriétaires fonciers ne participent pas directement à la production, ils ne créent pas la richesse, mais ils jouent un rôle fondamental en assurant les avances foncières. On l'a dit déjà. Ils préparent la terre à la culture. Donc ils vivent des rentes. Donc par rapport, bien sûr, en mettant à la disposition des fermiers ces terres, ils reçoivent des rentes que versent les fermiers. Donc la rente, c'est une rémunération de la terre. C'est le prix de la location versé aux propriétaires fonciers par les fermiers qui louent cette terre. La classe productive, c'est celle des fermiers. C'est elle qui crée la richesse en exploitant, bien sûr, la terre. Donc c'est la classe qui a plus d'importance, bien sûr, chez les physiocrates. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est productive, c'est elle qui met en production les terres qui sont source de la richesse. Et la classe stérile, d'ailleurs, comme on l'a dit au début, ce sont les gens qui travaillent, bien sûr, hors l'agriculture, à savoir qui ont une activité soit dans l'industrie, soit dans le commerce. Comme on l'a dit, l'industrie ne fait que transformer les biens, bien sûr, et les matières premières fournies par l'agriculture, et le commerce, il ne fait que transmettre, bien sûr, ces biens entre les différents individus. Maintenant, on passe au courant libéral. Deux écoles principales peuvent être distinguées. L'une classique qui apparaît à la fin du XVIIIe siècle, l'autre néoclassique à la fin du XIXe siècle.
qui forment le courant libéral. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de commun, ces deux, bien sûr, écoles, à savoir l'école classique et l'école néoclassique? Les points fondamentaux qui caractérisent le courant libéral peuvent être ramenés autour de 5 points. Le premier, c'est la liberté des individus. Donc, l'homme, il est libre. La liberté d'entreprendre, la liberté de contracter, la liberté de travailler, etc. Donc, l'homme, il est libre de créer son entreprise, de contracter un contrat, de travailler ou de ne pas travailler. Donc, pour les libéraux, l'individu, il est libre. La propriété privée. Donc, la propriété, pour eux, doit être privée. Et la concurrence. Pourquoi? Parce que la concurrence est à la base du fonctionnement efficace des économies. C'est grâce à la concurrence qu'on peut arriver à une meilleure efficacité et efficience. Lorsqu'il y a des concurrents, bien sûr, donc les prix vont baisser et en même temps, la qualité sera améliorée. Qui va bénéficier, bien sûr, c'est le citoyen. Et le marché, toujours comme régulateur de l'économie. C'est-à-dire que les producteurs, les agents économiques, notamment les producteurs, bien sûr, et les consommateurs, ils s'affrontent sur le marché. Les producteurs mettent leur production sur le marché et les acheteurs ont, bien sûr, le choix d'acheter telle matière ou bien tel bien ou, bien sûr, tel autre bien sans aucune intervention de l'État. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Les offreurs offrent, bien sûr, leur production et les acheteurs, les demandeurs demandent librement cette production et c'est le marché qui va fixer le prix, bien sûr, de vente. Donc l'État ne doit nullement intervenir dans la vie économique. Donc c'est un État gendarme qui doit veiller au respect des préceptes du libéralisme, à savoir la protection de la propriété privée, le respect de la concurrence et la liberté, bien sûr, des individus. Maintenant, l'école classique. Le qualificatif d'école classique regroupe un certain nombre d'économistes favorables au libéralisme économique. Mais bien qu'il forme une école avec un chef de file, Adam Smith, et ses disciples David Ricardo, Jean-Baptiste Say, Robert Malthus, Stuart Mill, etc., ils divergent sur un grand nombre de points tels que la conception de la valeur et le commerce. Commençons par Adam Smith, fondateur de cette école. Pour traiter Adam Smith, on va analyser la main invisible, les fondements de la richesse, la valeur et le commerce extérieur. Qu'est-ce que la main invisible? C'est le premier concept forgé par Adam Smith. La main invisible, c'est un mécanisme social grâce auquel les intérêts individuels sont guidés dans la direction la plus favorable aux intérêts de la société toute entière, c'est-à-dire l'intérêt général. Comme je l'ai dit, l'État n'intervient pas. Il y a les offreurs, il y a les demandeurs. Mais chacun, il a un intérêt, il cherche son intérêt personnel. Donc, l'individu, il est égoïste. Il cherche l'intérêt individuel. Mais en cherchant l'intérêt individuel, il participe bien sûr à la satisfaction de l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de la nation. L'exemple le plus célèbre, c'est celui du boucher et du boulanger, qui poursuivent chacun leur intérêt individuel, mais qui sont utiles à la société tout entière. Bien sûr, le boulanger, le boucher, ils vendent de la viande. Bien sûr, pourquoi ils vendent de la viande? C'est pour en tirer un profit.
Le boulanger également. Mais pour nous, en sortant, on trouve qu'on a de la viande et on a bien sûr du pain. On peut aller au marchand de légumes, on peut prendre un taxi, on peut aller au café, on peut aller au bain. Mais derrière, bien sûr, la satisfaction de ses besoins, on trouve qu'il y a une personne qui cherche son intérêt, mais individuel, mais à travers cet intérêt individuel, il rend service à la société tout entière, donc à l'intérêt général. Donc, grâce à la concurrence, les intérêts individuels, la concurrence entre les intérêts individuels, les prix sont compétitifs. Comme je l'ai dit, donc, bien sûr, on arrive au meilleur rapport qualité-prix. Donc, ce n'est pas la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Ce n'est jamais dans nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. C'est la citation, bien sûr, d'Adam Smith pour montrer que la recherche de l'intérêt individuel amène, bien sûr, à l'intérêt général. Fondement et cause de la richesse. Adam Smith rejette les thèses mercantilistes qui considèrent que la richesse consiste dans l'accumulation des métaux précieux. Il s'oppose également aux physiocrates sur la notion de productivité exclusive de l'agriculture. Pour lui, la richesse et l'ensemble des biens matériels est nécessaire à la vie humaine. Le travail est la source de la richesse. Cependant, il ne s'agit pas de n'importe quel travail, mais du travail productif. Alors, quelle est la distinction entre travail productif et travail improductif? Le travail productif se fixe sur les biens matériels, alors que le travail improductif périt immédiatement sans laisser de traces. C'est le cas du travail domestique. Alors, quelle est la distinction entre le travail productif et le travail improductif? Donc, le travail productif, selon Adam Smith, se fixe sur les besoins matériels. Donc, il ajoute une valeur ajoutée à le produit. Il se fixe. Le travail improductif, il périt immédiatement sans laisser de traces. Et là, il donne l'exemple du travail domestique. Et qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Il veut montrer que l'aristocratie limite la richesse des nations alors que le capitalisme est productif. Bien sûr, au féodalisme, on a bien sûr des domestiques, des serfs qui sont à la disposition de leur maître, mais qui ne produisent rien. En passant au libéralisme et au capitalisme, donc tous les serfs étaient libérés et ils sont mis à la disposition des industriels pour produire. Donc, le capitalisme est productif. Comment accroître les facteurs, comment accroître la richesse, ou bien quels sont les facteurs d'accroissement de la richesse? Pour Adam Smith, le travail productif, tant qu'il est la source de la richesse, donc il est le facteur essentiel à utiliser avec efficience pour développer la richesse. Et qu'est-ce qu'il préconise? Il préconise la division du travail. Alors, la division du travail donc, est un moyen d'accroître l'efficacité du travail productif. Ce qu'il a expliqué à travers l'usine des épingles ou bien la manufacture des épingles. Un homme seul face aux différentes tâches à accomplir arrive difficilement à produire une seule épingle par jour. Alors que si 10 travailleurs se partagent les tâches, la production passe à 48 000 épingles dans la journée. Comment
bien sûr, on peut comprendre que la division du travail accroît la production. Cette augmentation considérable de la production est due, selon Adam Smith, à 3 raisons. Le développement de l'habilité des travailleurs, pourquoi? Parce que spécialisé d'une seule tâche. L'individu ou bien l'ouvrier, il devient habile, il maîtrise bien ses tâches. Le deuxième, c'est l'économie du temps, car l'ouvrier ne passe plus, bien sûr, d'un travail à l'autre. Et le troisième, c'est l'augmentation de la propension à innover, car en faisant la même tâche, l'ouvrier comprend bien la machine, elle est en mesure, bien sûr, d'améliorer et de la faire des inventions et des innovations. Mais la division du travail a des limites et elle est critiquée notamment par les syndicats. C'est vrai qu'elle accroît la productivité, mais elle présente des problèmes. La grande spécialisation des ouvriers, on dit, elle abrutit l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, avec toute son intelligence, il est rendu comme un robot. Et l'autre problème, c'est la monotonie, bien sûr, du travail. La valeur des marchandises est prise. L'une des préoccupations d'Adam Smith est de déterminer la loi qui explique le phénomène des prix. Comme on l'a dit avant, sur le marché, il y a des offreurs, il y a des demandeurs. Et la confrontation entre l'offre et la demande, il nous donne, bien sûr, un prix. Mais il cherche qu'est-ce qu'il y a derrière la fixation de ce prix. Et il distingue, bien sûr, 2 types de valeurs. La valeur d'usage et la valeur d'échange. La valeur d'usage d'un bien, c'est l'utilité de ce produit, de ce bien. C'est sa capacité à satisfaire un besoin. La valeur d'échange, c'est la faculté que donne la possession d'un objet d'en acheter d'autres, c'est-à-dire sa capacité à s'échanger contre d'autres produits. Pourquoi? Parce que, bien sûr, dans toute société, personne ne peut produire tous les biens dont elle a besoin pour satisfaire ses besoins. Donc les individus sont interdépendants. Donc c'est pourquoi un, il produit les légumes, l'autre, il produit, comme je l'ai dit, de la viande, et il s'échange. Je vends mes légumes pour acheter de la viande. Donc c'est comme si une quantité, bien sûr, de légumes s'échange contre une quantité, bien sûr, de viande. Et pour la valeur, revenons à la valeur d'usage et la valeur d'échange, dans l'esprit d'Adam Smith, il n'y a aucune relation entre valeur d'usage et valeur d'échange. C'est ce qu'elle appelle le paradoxe de la valeur. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de l'eau et du diamant. Comme vous le savez, rien n'est plus utile que de l'eau. Mais on ne peut presque rien acheter avec de l'eau. Au contraire, un diamant n'a presque pas de valeur d'usage. Mais on peut obtenir en échange une très grande quantité de biens. Bien sûr, l'eau, il n'y a rien d'utile que l'eau. Personne ne peut vivre sans eau. Donc, il est très utile. Mais est-ce qu'il a une valeur d'échange? Il n'a presque de valeur. Alors, le diamant, c'est le contraire. Donc, il n'y a pas une relation entre valeur d'usage et valeur d'échange. Un bien peut avoir une valeur d'usage, mais sans avoir une valeur d'échange. Et l'inverse, c'est le cas de l'eau et du diamant. Le problème principal pour Smith fut celui de la valeur d'échange. De quoi dépendrait donc celle-ci sur les marchés?
Donc pour lui, toutes les marchandises sont le fruit du travail humain. Et ce dernier peut constituer donc le fondement de la valeur. Là, c'est le problème de la mesure. Comment peut-on mesurer la valeur d'échange d'un bien? Alors la mesure. Donc pour lui, là, il va inventer la notion du travail commandé. Pour démontrer cette notion de travail commandé, il part d'une société où la division du travail est très développée. La satisfaction des besoins de l'individu dépend du travail d'autrui. Comme je l'ai dit, donc personne ne peut produire tous les biens dont il a besoin pour satisfaire ses besoins. Alors, la valeur d'une denrée est égale à la quantité du travail que cette denrée permet d'acheter ou de commander. Alors, les éléments constitutifs de la valeur. Bien que le travail soit le meilleur étalon de la valeur, cela n'implique pas qu'il est le seul élément constitutif de la valeur. Cela ne serait le cas que dans une société primitive où la terre ne ferait pas l'objet d'une appropriation et où les capitaux ne seraient pas utilisés. Mais, bien sûr, dans les sociétés avancées où le travail est assisté par le capital, comme on dit les facteurs de production, chaque fournisseur, bien sûr, de capital a besoin, bien sûr, d'une rémunération. Et le propriétaire foncier qui a apporté la terre, il a besoin d'une rémunération. Et le travailleur, il a besoin d'une rémunération. Donc c'est pourquoi, bien sûr, pour lui, le sol, les propriétaires fonciers, donc, ils prélèvent une partie sur le produit du travail, c'est la rente, c'est le produit, c'est la location du travail. Le salaire, c'est la rémunération du travail de l'ouvrier. Et le profit, c'est la rémunération, bien sûr, du capitaliste. La valeur réelle, donc, de la marchandise est équivalente à la rémunération de ces trois facteurs de production. Il distingue également le prix naturel et le prix du marché. Bon, en plus du prix réel et prix nominal, bien sûr, le prix réel, le prix nominal, c'est celui fixé sur le marché. Alors, le prix réel, c'est le prix déflaté par le coût de la vie ou bien le taux d'inflation. Il distingue le prix naturel et le prix du marché. Le prix du marché, donc, c'est le prix courant qui est établi par la loi de l'offre et de la demande. Le prix naturel, pour lui, il correspond au coût de production, c'est-à-dire un prix qui ne serait déterminé que par l'offre et autour duquel gravite le prix du marché. Le prix naturel correspond aux niveaux normaux de salaire, de profit et de rente. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fournisseurs des facteurs de production doivent recevoir une rémunération. Et ils ne peuvent pas vendre, bien sûr, le prix avec une perte. Donc, même s'il y a une confrontation entre l'offre et la demande, c'est la détermination du prix du marché. Mais le prix naturel, c'est le prix en dessous duquel les producteurs ne peuvent pas vendre. C'est le minimum. Donc, c'est le coût de production. Le coût de production, donc le profit égale 0. Donc, à travers la confrontation de l'offre et de la demande, il arrive que le prix du marché, bien sûr, donc le prix du marché, il gravite autour du prix naturel.
Le prix naturel est donc, pour ainsi dire, le point central vers lequel gravitent continuellement les prix du marché. Le commerce extérieur. Pour lui, le commerce extérieur est avantageux car il permet d'obtenir des marchandises qui satisfont mieux les besoins en échange de marchandises pour lesquelles la demande intérieure est faible. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, un pays ne peut pas produire tous les biens nécessaires à satisfaire les besoins de la demande intérieure. Donc, il a besoin d'importer des marchandises pour satisfaire la demande intérieure. Et également, il ne peut pas consommer toute la production interne. Donc, il a besoin de vendre à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi on dit le commerce extérieur, il pallie à l'étroitesse du marché intérieur. Il est donc un facteur de développement à partir du moment où les échanges se sont conformément aux avantages absolus. Qu'est-ce qu'il veut dire par les avantages absolus? Les avantages absolus, c'est-à-dire si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à un prix inférieur à notre coût de production, il vaut mieux l'acheter de ce pays au lieu de la produire nous-mêmes. Les limites de la théorie des avantages absolus. Cette théorie, elle est superficielle et aléatoire. Aléatoire car il se peut que deux pays soient à des niveaux de développement inégaux, l'un absolument avantagé et l'autre absolument désavantagé. Cela suppose une autarcie, car le pays avantagé ne peut rien acheter pour compenser ses exportations. Et le pays désavantagé ne peut rien exporter pour payer ses importations. Adam Smith ne prend pas en considération la notion de l'État-nation. Il raisonne dans le cas de deux pays comme s'il s'agit de deux régions d'un même pays. Il ne prend pas donc en considération la vision de développement de chaque pays. Comme si les pays ne sont pas, bien sûr, antagoniques. Il est superficiel car il ne fait que rendre compte de ce qui existe sans explication et sans analyse.